Meurice, Paris. La PDG milliardaire, Isabelle Montmorency, avait un problème dévastateur. Son cavalier pour le gala le plus exclusif de l'année venait de la lâcher. Dans un moment de rage et d'arrogance, elle décida d'humilier tout le monde en emmenant comme cavalier justement lui, Pierre Dubois, le concierge silencieux qui nettoyait ses bureaux depuis 3 ans. Elle pensait qu'il n'était qu'un pauvre ignorant analphabète à utiliser comme marionnette. Elle ne savait pas que cet homme aux épaules courbées cachait un passé de colonel du renseignement militaire, parlait 5 langues et avait planifié pendant 3 ans sa vengeance pour sa femme décédée. Quand l'ambassadeur russe le reconnut au gala en l'appelant colonel Durand, le château de cartes commença à s'effondrer et Isabelle comprit trop tard qu'elle avait invité son bourreau à sa dernière fête de femme libre. Les néons du 30e étage de la tour Montmorency se reflétaient sur le marbre noir comme des étoiles tombées du ciel parisien. Pierre Dubois passait la serpillière avec des mouvements hypnotiques, toujours les mêmes depuis 3 ans, effaçant les empreintes de chaussures qui valaient plus que ce qu'il gagnait en 6 mois. Le rythme de son travail était une méditation, un masque de normalité qui cachait des pensées beaucoup plus sombres. C'était 20h un vendredi de novembre que Paris n'oublierait jamais. La pluie battait contre les baies vitrées avec une violence inhabituelle, transformant les lumières de la Défense en taches d'aquarelle impressionnistes. L'immeuble était presque vide. Seules les lumières du bureau d'Isabelle Montmorency brillaient encore au dernier étage, comme un phare d'ambition qui ne s'éteignait jamais. Pierre connaissait chaque centimètre de ce bureau. 3 ans à étudier chaque mouvement de cette femme, chaque habitude, chaque faiblesse. 3 ans à feindre d'être invisible tout en mémorisant les mots de passe murmurés au téléphone, les documents laissés imprudemment sur le bureau, les conversations privées qu'Isabelle menait en croyant que le concierge ne comprenait pas l'anglais, l'allemand, le russe. Il l'entendait hurler à travers les murs de verre blindés. La voix d'Isabelle Montmorency, quand elle était en colère, pouvait couper le diamant. Ce soir-là, sa fureur avait une raison précise. Laurent Beaumont, l'industriel qui devait l'accompagner au gala de la Croix-Rouge, venait d'appeler pour annuler. Sa femme avait découvert leur liaison, menacée de divorcer. Fin de partie. Le gala était dans 3 heures. L'événement de l'année où le pouvoir parisien s'exhibait, où les alliances se formaient et se détruisaient entre une coupe de champagne et un sourire faux. Se présenter seul pour Isabelle serait comme saigner dans une mer de requins. Ses rivaux l'avaient rien de faible, vulnérable, attaquable. Pierre continuait à nettoyer, mais chaque fibre de son corps était tendue comme une corde de violon. Il savait que quelque chose allait se passer ce soir-là. Il le sentait dans l'air, comme les animaux sentent le tremblement de terre. 3 ans d'attente allèrent porter leurs fruits. La porte du bureau s'ouvrit avec une telle force que le verre trembla. Isabelle Montmorency sortit comme une furie en tailleur Chanel noir, un chef-d'œuvre de haute couture à 20 000 €, qui enveloppait un corps maintenu parfait par des coachs personnels, des chirurgiens et un régime qui aurait fait pleurer un moine tibétain, 39 ans qui en paraissait 30, cheveux blonds platine tirés en un chignon si serré qu'il semblait un lifting naturel, yeux gris comme l'acier des armes. Elle s'arrêta au milieu du couloir, le téléphone dans une main, dans l'autre un verre de whisky japonais qui coûtait probablement plus que le salaire hebdomadaire de Pierre. Elle le regarda. Non, elle ne le regarda pas. Elle l'évalua comme on évalue un objet, un meuble, un outil à utiliser et jeter. Pierre continua à feindre de ne pas la voir, concentré sur le sol déjà parfaitement propre. C'était un jeu qu'il jouait depuis 3 ans. Elle feignait qu'il n'existait pas, il feignait de ne pas exister vraiment. Mais ce soir-là, le jeu allait se terminer. Isabelle l'étudia avec l'intensité d'un laser, 1,82 m de muscles cachés sous une blouse de travail volontairement large, des épaules qui trahissaient des années d'entraînement militaire camouflées en posture d'ouvrier, des mains qui tenaient la serpillière mais qu'elle, si elle avait mieux regardé, aurait remarqué avoir des callosités au mauvais endroit pour un concierge, des callosités d'armes, pas de balai. L'idée lui vint comme un éclair maléfique. C'était parfait dans sa cruauté, génial dans son arrogance. Elle emmènerait le concierge au gala. Le message serait clair. Isabelle Montmorency était si supérieure, si intouchable, qu'elle pouvait se permettre de se présenter avec n'importe qui et dominer encore la scène. Ses rivaux seraient forcés d'interagir avec un concierge comme s'il était leur égal, s'humiliant dans le processus. Elle s'approcha de Pierre avec des pas qui résonnaient comme des coups de feu dans le couloir vide. Il continua à nettoyer, mais il pouvait sentir son parfum,
Chanel No. 5 mélangé à l'odeur métallique de l'ambition. Quand elle parla, sa voix était du miel empoisonné. La proposition était simple et humiliante. 3 000 € pour 3 heures de travail, porter un smoking, sourire, acquiescer, ne pas parler sauf si strictement nécessaire, disparaître à minuit. Pour un concierge qui gagnait 1 400 € par mois, c'était une offre impossible à refuser. Pierre leva finalement les yeux. Pendant 3 ans, il avait évité de la regarder directement, gardant toujours le regard baissé, soumis, inoffensif. Mais à ce moment-là, pendant une fraction de seconde, Isabelle vit quelque chose qui la fit frissonner jusqu'à la moelle. Ce n'était pas le regard d'un concierge, c'était le regard d'un prédateur qui avait patiemment attendu que sa proie entre dans le piège. Le moment passa si vite qu'Isabelle se convainquit de l'avoir imaginé. Le stress, le whisky, la colère, contre le rang. Pierre avait déjà baissé le regard à nouveau, marmonnant un humble « Oui, madame », qui semblait sorti d'un film de Truffaut. 1 heure plus tard, dans la suite présidentielle du Maurice, la métamorphose eut lieu. L'équipe de stylistes qu'Isabelle avait convoquée en urgence travailla sur Pierre comme des sculpteurs sur du marbre. Mais quand il sortit du vestiaire, tous comprirent qu'ils n'avaient en rien créé. Ils avaient seulement révélé ce qui avait toujours été là. Le smoking Dior semblait avoir été tissé directement sur son corps. Chaque ligne, chaque pli, chaque proportion était parfaite. Mais ce n'était pas le costume qui bouleversait Isabelle, c'était la façon dont Pierre le portait. Pas avec l'embarras d'un concierge déguisé, mais avec le naturel de quelqu'un qui avait porté des smokings dans des ambassades, des réceptions d'État, des dîners avec des généraux et des ministres. Les cheveux, habituellement cachés sous une casquette graissée, étaient coupés avec une précision militaire, grisonnant au temple d'une manière qui ajoutait de la distinction, pas de l'âge. La barbe qu'Isabelle avait toujours vue négligée avait été taillée, révélant une mâchoire forte, presque aristocratique. Mais le coup final vint quand Pierre sortit de sa poche une montre, pas la Casio digitale qu'il portait habituellement, mais une Breguet classique en or blanc. 50 000 € d'horlogerie française qu'aucun concierge n'aurait jamais pu se permettre, même en vendant un rein. Il l'a mis avec la même naturalité qu'on met un élastique à cheveux. Puis, parmi les chaussures que les stylistes avaient apportées, il choisit non pas les plus chères, mais les plus appropriées, un détail que seul quelqu'un habitué à ces environnements aurait remarqué. Isabelle sentit la première fissure dans son plan parfait. Qui était vraiment cet homme? Mais l'orgueil était plus fort que le doute. Elle avait fait son choix, elle ne pouvait pas reculer. La limousine les transporta à travers un Paris, habillé pour les fêtes de fin d'année. Les illuminations transformaient les Champs-Élysées en rivière d'étoiles. La tour Eiffel scintillait comme un géant de cristal et de lumière. Pierre était assis, composé, les mains posées sur les genoux dans une position qui criait entraînement militaire à quiconque savait regarder. Pendant le trajet, Isabelle tenta de le sonder avec des questions apparemment désinvoltes. Où avait-il appris à nettoyer si bien? Depuis combien de temps faisait-il ce travail? Avait-il de la famille? Pierre répondait par monosyllabes, police, ne révélant rien, protégeant tout. Mais quand ils passèrent devant l'ambassade russe avenue Raspail, Isabelle remarqua un détail qui la glaça. Pierre se raidit imperceptiblement, la main droite bougea de quelques millimètres vers le côté gauche, le mouvement instinctif de quelqu'un qui cherche une arme qui n'est plus là. Cela avait duré moins d'1 seconde, mais Isabelle l'avait vu. Le palais Garnier apparut devant eux comme un joyau baroque illuminé par des projecteurs qui le faisaient ressembler à quelque chose sorti d'un conte de fées. Le tapis rouge était une mer écarlate, entourée de photographes, journalistes, curieux tenus à distance par des barrières et la sécurité. L'élite de Paris, de France, d'Europe, arrivait dans un ballet de limousines et de supercars. Quand leur voiture s'arrêta, Isabelle prit une profonde inspiration. C'était le moment. Soit elle triomphait, soit elle était détruite. Elle prit le bras de Pierre avec un sourire qu'elle avait perfectionné en 20 ans de conseil d'administration, hostile. Le concierge qui n'était pas un concierge lui offrit le bras avec la grâce d'un danseur. Ils descendirent de la voiture sous l'explosion des flashs. Les photographes criaient le nom d'Isabelle, demandant qui était son cavalier. Elle souriait, énigmatique, laissant le mystère alimenter la curiosité. Ils entrèrent dans le palais, par la porte monumentale. L'intérieur avait été transformé en paradis de cristal et d'or. Des lustres de baccarat pendèrent du plafond peint par Chagall. Des orchidées rares décoraient chaque coin.
Un quatuor à cordes jouait Debussy avec une perfection chirurgicale. L'élite parisienne se tourna pour les regarder. Isabelle savoura le moment du triomphe. Elle les avait tous déstabilisés. Personne ne s'attendait à ce qu'elle se présente avec un inconnu, encore moins un inconnu qui ressemblait à un agent secret sorti d'un film. Mais le triomphe durera exactement 47 secondes, le temps que l'ambassadeur russe, Dmitri Volkov, traverse le salon, ignore tout le monde et s'arrête devant Pierre avec les yeux écarquillés, comme s'il avait vu un fantôme. L'ambassadeur Volkov était un homme qui avait vu tomber l'Union soviétique, survécu à 3 tentatives d'assassinat et navigué dans les eaux mortelles de la politique russe pendant 30 ans. Il ne s'étonnait pas facilement. Pourtant, devant Pierre, il ressemblait à un enfant qui avait vu le Père Noël. Il parla en russe, rapide et agité. Pierre répondit dans la même langue avec une fluidité parfaite. La conversation dura moins d'1 minute, mais ce fut suffisant pour tout changer. Volkov s'éloigna après avoir serré la main de Pierre avec un respect militaire, murmurant quelque chose qui glaça le sang d'Isabelle, même si elle ne comprenait pas le russe. L'effet domino fut immédiat. D'autres invités qui avaient entendu l'échange commencèrent à s'approcher. Le général Bertrand, ancien chef d'état-major, salua Pierre avec chaleur. L'attaché militaire britannique lui serra la main en l'appelant « mon colonel ». Le consul allemand porta un toast à sa santé. En moins de 10 minutes, le concierge qu'Isabelle avait amené pour humilier ses rivaux était devenu le centre de l'attention. Et pas une attention condescendante, mais un respect authentique, presque une révérence. Pendant la valse d'ouverture, alors qu'il dansait sous les fresques de Chagall, Isabelle sentit le sol s'effondrer sous ses loups-boutins. Pierre la guidait avec une précision qui parlait d'années d'entraînement dans les salles de bal des ambassades. Chaque mouvement était parfait, chaque pas mesuré. Ce fut alors qu'il parla à voix basse, sans jamais perdre le sourire pour les caméras qui les filmaient. Il raconta une histoire qui la fit presque trébucher. 3 ans auparavant, le colonel Pierre Durand du renseignement militaire avait perdu sa femme dans un accident de voiture. La voiture avait été percutée par un camion volé jamais retrouvé. Sa femme, enceinte de 6 mois, était morte sur le coup. La petite Emma avait survécu par miracle. Les enquêtes avaient été étouffées. Quelqu'un de très haut placé avait fait disparaître les preuves, les témoins, tout. Pierre avait compris que ce n'était pas un accident. Sa femme, journaliste d'investigation, s'apprêtait à publier une enquête sur les médicaments contrefaits vendus par Montmorency Pharmaceutique en Afrique. 2000 enfants morts au Mali, à cause de vaccins dilués et d'antibiotiques falsifiés. Isabelle continuait à danser, mais son corps était rigide comme du marbre. Elle se souvenait de cette opération. Elle se souvenait de l'ordre d'arrêter la journaliste par tous les moyens nécessaires. Elle n'avait jamais fait le lien entre la journaliste morte et le concierge embauché 6 mois plus tard. Après le gala, dans le penthouse d'Isabelle qui dominait Paris depuis sa tour d'ivoire, la vérité explosa comme une bombe. Pierre était assis au piano Pleyel à 300 000 €, jouant Satie avec une maîtrise qui contredisait 3 ans de mensonges. Ses doigts se déplaçaient sur le clavier, racontant une histoire de douleur et de vengeance qui n'avait pas besoin de mots. Isabelle avait posé sur la table de cristal un pistolet et un disque dur. Le choix semblait simple, éliminer la menace, ou se rendre. Mais Pierre avait joué aux échecs pendant qu'elle jouait aux dames. De son téléphone, il montra un réseau de protection qu'il avait construit en 3 ans, des copies des preuves distribuées mondialement, un système de Deadman's Switch qui libérerait tout s'il lui arrivait quelque chose. Sa fille Emma, protégée dans un lieu secret. La négociation dura jusqu'à l'aube. Pas de cris ni de menaces, juste la logique froide de 2 prédateurs qui comprenaient être dans une impasse. Pierre voulait la justice, pas la vengeance. Isabelle voulait survivre, pas nécessairement gagner. L'accord final fut enregistré et transmis en direct à un avocat à Genève. Isabelle collaborerait avec la justice, confesserait tout, accepterait la peine. En échange, l'Empire Montmorency serait transformé, pas détruit. Les 30 000 employés garderaient leur travail. Les hôpitaux au Mali seraient vraiment construits. Le lundi après le gala, Paris se réveilla avec une nouvelle qui fit trembler les tours de la Défense. Isabelle Montmorency s'était rendue au parquet à 6 heures du matin, accompagnée de 3 avocats et 20 valises de documents. Ce n'était pas une reddition, c'était un séisme programmé. Le bâtiment du parquet sur l'île de la Cité devint l'épicentre d'un tremblement de terre judiciaire qui secourait la France pendant des mois. Les magistrats,
habitués à arracher les confessions avec des pinces, se trouvèrent face à une PDG qui déversait ses crimes comme un fleuve en crue. Nom, date, compte bancaire, enregistrement. Chaque document était une bombe qui faisait s'écrouler un morceau de l'industrie pharmaceutique européenne. L'opération fut baptisée « Médicaments propres » et en 24 heures avait déjà produit 30 mandats d'arrêt. Des managers menottés devant les caméras, des villas saisies par la police financière, des comptes suisses gelés. La France n'avait pas vu un tel nettoyage depuis l'affaire Elf, mais le vrai spectacle se déroulait à l'intérieur de la tour Montmorency. Pierre continuait à se présenter chaque matin à 6 heures avec sa blouse de travail, son chariot de nettoyage, sa casquette baissée sur les yeux. Les employés le regardaient avec un mélange de terreur et de respect. Tous savaient maintenant qui il était vraiment, le colonel fantôme qui avait fait tomber la reine. Pourtant, il continuait à nettoyer. Chaque matin les toilettes du 5e étage, chaque après-midi les couloirs du 10e, chaque soir le hall principal. C'était un rituel qui le maintenait ancré à quelque chose de réel, alors qu'autour de lui, l'Empire s'effondrait et renaissait. Le nouveau conseil d'administration, nommé en urgence par les actionnaires terrifiés, le convoquait chaque jour. Il entrait dans les salles de réunion avec sa blouse tachée d'eau de Javel, s'asseyait entre des avocats en Dior et des comptables en Saint-Laurent et dispensait des conseils qui valaient des millions. Il connaissait chaque secret de l'entreprise, chaque squelette dans le placard, chaque échappatoire que les criminels tenteraient. Ce fut pendant l'une de ces réunions qu'arriva la nouvelle qui changea tout. Jacques Moreau, le bras droit d'Isabelle, celui qui avait matériellement organisé l'accident de Marie, avait été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'il tentait de fuir au Brésil. Dans sa valise, des documents qui incriminaient 50 autres complices. Pierre reçut la nouvelle sans sourciller. Il se leva, dit qu'il devait finir de nettoyer le 15e étage et sortit. On le trouva 1 heure plus tard dans les toilettes des hommes, à genoux devant une cuvette, pleurant comme il n'avait pas pleuré, même à l'enterrement de Marie. Ce n'étaient pas des larmes de joie, mais de libération. 3 ans d'attente étaient terminés. Emma arriva de Lyon le lendemain. La grand-mère ne pouvait plus s'occuper d'elle, trop âgée, trop malade. Pierre loua un 3 pièces à 2 rue de la Tour, dans le quartier de Belleville. Rien de luxueux, un appartement normal pour une famille normale. Le matin, il accompagnait Emma à l'école, puis allait nettoyer des bureaux qui valaient des milliards. Le soir, il l'aidait avec ses devoirs, dînait de pâtes au beurre, lui lisait des contes en français, anglais, russe, les langues qu'il avait apprises dans les ambassades du monde entier. La petite ne comprenait pas pourquoi soudain, tout le monde voulait être son ami à l'école. Elle ne savait pas que son père était devenu une légende, l'homme qui avait fait ce que magistrats et journalistes n'avaient pas réussi à faire en 20 ans. Pour elle, papa était toujours l'homme qui la faisait rire avec ses imitations d'animaux et qui sentait toujours un peu l'eau de Javel. Un soir, alors qu'il nettoyait l'ancien bureau d'Isabelle, maintenant transformé en salle d'archives, Pierre remarqua quelque chose d'étrange. Une section du parquet en chêne était légèrement soulevée. Utilisant le couteau qu'il gardait toujours dans sa ceinture à outils, il souleva la latte. En dessous, une boîte métallique avec une serrure électronique. Le code était évident. Pour qui connaissait Isabelle, la date de l'introduction en bourse de Montmorency, son moment de triomphe ultime. Dans la boîte, Pierre trouva quelque chose qu'il n'attendait pas. Il y avait une lettre, écrite à la main sur du papier à en-tête personnelle. Elle était datée du jour du gala, probablement écrite pendant qu'il se transformait au Maurice. Isabelle avait compris qui il était, avant même que l'ambassadeur russe ne le révèle. Elle l'avait compris au moment où elle l'avait vu en smoking, par la façon dont il portait le costume, par sa façon de marcher. Dans la lettre, elle confessait tout, mais ce n'était pas ce qui bouleversait Pierre, c'était le ton. Il n'y avait pas d'arrogance ou de défi, mais une étrange admiration. Isabelle reconnaissait avoir été battue par un adversaire supérieur, non pas en force ou en richesse, mais en patience et en détermination. Elle admettait que le concierge avait gagné parce qu'il avait su attendre, observer, frapper au moment parfait. Avec la lettre, il y avait des clés de coffre-fort dans des banques suisses. Il ne contenait pas d'argent, tout avait été saisi, mais quelque chose de plus précieux, des brevets. Des formules de médicaments qu'Isabelle avait cachées parce qu'elles n'étaient pas assez rentables. Des médicaments pour des maladies rares qui touchaient quelques milliers de personnes dans le monde. Des remèdes qu'il n'était pas rentable de produire économiquement, mais qui sauveraient des vies. Il y avait aussi un disque dur.
À l'intérieur, des téraoctets de recherche que Marie avait piratés avant de mourir, mais aussi des études originales qu'elle avait développées. La femme de Pierre n'avait pas été seulement journaliste, mais une biochimiste brillante qui avait compris des choses que les chercheurs de Montmorency avaient ignorées pendant des années. Pierre passa la nuit à lire ses documents. À l'aube, quand Emma se réveilla pour aller à l'école, elle le trouva toujours au bureau, entouré de papiers, les yeux rouges, mais un sourire qu'elle ne lui avait pas vu depuis 3 ans. 2 ans plus tard, depuis la prison où elle purgeait sa peine, Isabelle obtint une permission de sortie. Elle se présenta au bâtiment qui avait été sa tour, maintenant transformé en Fondation Marie Durand, du nom de la femme de Pierre. Elle avait changé, les cheveux non plus teints, le visage sans maquillage, des vêtements simples. Elle semblait avoir trouvé en prison ce que le pouvoir ne lui avait jamais donné, une conscience. Elle apportait avec elle une clé USB avec les noms de tous les complices internationaux, la dernière pièce pour achever le nettoyage. Quand Emma la rencontra, au lieu de la haine à laquelle tout le monde s'attendait, elle montra la sagesse surnaturelle des enfants qui ont souffert. Elle tendit la main à la femme qui avait ordonné la mort de sa mère et dit simplement que tout le monde méritait une seconde chance. Ans après ce soir au gala, Paris inaugurait le centre de recherche Marie Durand. Pierre coupa le ruban, avec Emma, maintenant adolescente, à ses côtés. Dans la foule, au dernier rang, Isabelle assistait en silence. Elle avait purgé sa peine et travaillait maintenant comme bénévole dans une clinique de banlieue. Le discours de Pierre fut bref, mais puissant. Il parla de comment parfois il faut feindre d'être faible pour vaincre l'effort, de comment la patience est l'arme la plus puissante, de comment la vraie vengeance n'est pas de détruire l'ennemi, mais de le transformer en quelque chose de meilleur. Ce soir-là, dans l'appartement modeste qu'il refusait toujours de quitter, Pierre regarda les photos sur le mur. Marie souriante, Emma nouveau-née et étrangement, une photo du gala. Non pas par nostalgie, mais pour se rappeler que ce soir-là, un concierge avait accepté une invitation qui avait tout changé. Le centre sauve aujourd'hui des milliers de vies. À l'entrée, une plaque porte une seule phrase. Parfois, il faut feindre de nettoyer les sols pour nettoyer le monde. Pierre garde toujours un balai dans son bureau. Il ne l'utilise plus. Mais il est là, un rappel que le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu caches. Et que parfois, la justice arrive déguisée en concierge avec une serpillière à la main et la vengeance dans le cœur. Si cette histoire t'a tenu en haleine jusqu'au dernier mot, si tu as ressenti le frisson de la révélation quand tu as compris qui était vraiment Pierre, laisse un like pour soutenir les histoires, où rien n'est ce qu'il semble. Commente avec le moment qui t'a le plus marqué. Partage avec ceux qui ont besoin de croire que la justice arrive, même si elle doit attendre 3 ans cachée derrière une serpillière. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires qui te tiendront en haleine. Rappelle-toi, le vrai pouvoir est de savoir attendre le bon moment et parfois, les plus forts sont ceux qui semblent les plus faibles. Quel secret cache la personne que tu vois chaque jour mais que tu ne remarques jamais? Écris-le dans les commentaires.